Oui, donc je vais vous parler, surtout d'une application, en particulier, heu des cavités fibrées que Sylvain a mentionné, heu, réunies à d'autres, à d'autres technologies qu'on a développées pour faire, du spin squeezing, donc des états de spin comprimés pour une, vraie horloge, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Ouais, donc quand on fait un séminaire dans ce domaine, aujourd'hui, il est devenu habituel de le placer dans le cadre des technologies quantiques, et telles qu'ils sont comprises aujourd'hui, et de ce qui est devenu, habituel d'appeler des piliers des technologies quantiques, que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Il y a les ordinateurs quantiques à proprement parler, il y a les simulations, heu quantique, il y a la communication, et enfin la métrologie, heu, quantique. Alors, cette grille de lecture, très simplifiée, est peut-être pas tout à fait suffisante pour apprécier tout le potentiel et toute la beauté, de ce que peuvent donner les applications de la mécanique quantique, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Les choses sont un peu plus complexes, donc, heu, tout d'abord, heu quasiment toutes les applications, qui sont dans cette liste, utilisent comme ressource l'intrication à n atomes. L'intrication à n atomes, c'est donc une ressource, mais en même temps, c'est quelque chose qui, au niveau fondamental, n'est pas si bien comprise que ça. C'est un premier point où, la recherche fondamentale, heu, est très, enchevêtrée elle-même avec le progrès de la technologie. On n'arrive pas, par exemple, à mesurer d'une manière, unique, l'intrication à n particules. Il y a plusieurs mesures qui sont, tout à fait des mesures correctes, mais qui se contredisent. Ça, déjà, c'est un fait qui montre qu'il reste des choses à comprendre. En même temps, cette intrication est déjà utilisée, elle est à la base, de la compression de spin dont je vais vous parler, mais aussi des simulations et du calcul, quantique, donc il y a un échange dans les 2 sens. Ce qui n'est peut-être pas. Oui, alors je ne sais pas si c'est mon micro. Ouais. Est-ce que c'est mon micro ou est-ce que c'est le tien Non, qui. c'est le D'accord, donc, on peut faire quelque chose. Ouais, OK. Alors je vais essayer comme ça. Donc, donc il y a cet aspect-là. Heu, il y a aussi le fait que, bon, il faut se rendre compte que bon, nous parlons de technologie quantique, mais c'est presque un abus de langage, puisque, heu, à quelques exceptions près, il s'agit de futures technologies, pas qui n'existent encore pas encore dans leur la forme envisagée, sauf à quelques exceptions près, et parmi ces exceptions, il y a notamment les applications des atomes froides, les horloges, les capteurs, qui sont faits ici. Heu, il y a aussi la communication quantique, heu, mais tout ce qui va au-delà, heu eh bien, il faut que ça devienne encore des technologies, et puis on peut espérer que d'autres technologies vont s'y ajouter au fur et à mesure qu'on comprend mieux ce qu'on peut faire avec cette ressource de l'intrication. Et là encore, ce ne serait pas la première fois, que vous regardiez les lasers ou le béton armé, ou des tas de grandes inventions comme ça. Il a il a fallu, de l'ordre d'une génération, pour se rendre compte, quels étaient vraiment les points forts d'une nouvelle technologie. Personne, aux années 60 imaginait que, les lasers allaient, se retrouver dans les caisses de supermarchés. Très bien, donc, ça ça c'est un peu le cadre, général, et dans mon équipe, on s'intéresse, en particulier au système de N atomes, refroidis par laser, et leurs interactions. Donc ça, ce sont des systèmes à N corps, et on peut les préparer, de telle manière qu'il y a juste 2 états atomiques qui entrent dans le jeu. Donc, là, ils deviennent des qubits.
Heu pour, à la fois pour détecter un par un ces qubits atomiques et pour les faire interagir, heu, nous, notre outil de choix, ce sont les cavités optiques. Donc on s'appuie, à la fois sur le domaine des atomes froids et sur l'électrodynamique quantique en cavité et et depuis longtemps, on cherche, à être un peu, heu actif à l'interface entre la physique fondamentale, où on s'intéresse aux propriétés des états intriqués à une particule et aux applications, où on a, en particulier, depuis longtemps également, une collaboration avec le CIRC, sur une horloge compacte et les résultats dont je vais vous parler, maintenant, ils réunissent heu, ces 2 champs de recherche, comme vous allez voir. Donc je vais, l'horloge, dont je vais vous parler, heu c'est une horloge, de type horloge compacte, telles qui sont développées à plusieurs endroits, heu, en ce moment pour des applications, notamment la prochaine génération de systèmes de géopositionnement, où on voudrait aller au-delà, des, horloges, horloges atomiques, commerciales, qui existent, sont les meilleures, ont une stabilité à 1 seconde, de l'ordre de 10-12. Heu, il y a aussi, bon, pour situer, Heu, donc nous, on vise, le régime de 10-13 par seconde, donc un ordre de grandeur au-delà, de ces horloges commerciales qui se trouvent, dans des versions, dans plusieurs variantes. Ceux-là se trouvent, notamment dans les satellites GPS. Il s'agit de gagner, un ordre de grandeur par rapport à ça. Heu, c'est pas la même chose qu'une horloge primaire qui évidemment, heu, a une stabilité encore bien meilleure et c'est pas la même chose non plus, que, les chip scale atomic clock, hem, qui, qui ont commencé leur carrière au NIST, mais qui sont maintenant eux aussi, développés un peu partout et même déjà commercialisés, heu, sont 2 ordres de grandeur moins bons, mais déjà un ordre de grandeur, mieux que les meilleurs quarks. Vous voyez, il y a tout un spectre, d'horloges, qui ont leur intérêt, applicatif, mais disons, là, à gauche des 10-10, pas la peine de faire une horloge, atomique parce qu'il y a des quarks et donc maintenant, oui, alors, pour les horloges, comme vous savez, ça fait un moment qu'on parle, de l'implication de l'intrication quantique, pour améliorer les horloges et c'est possible notamment en utilisant, la compression de spin et cette compression de spin est intéressante notamment là où le nombre d'atomes est contraint et donc on veut, tirer plus de signal, plus de signal, sur bruit, plus précisément, à partir d'un nombre, d'atomes donné. C'est donc particulièrement pertinent pour des horloges, compactes où il y a ce genre de contraintes, mais même pour les horloges, futures, horloges à réseau, c'est c'est un thème, qui reçoit de plus en plus d'intérêt et en plus de recherche parce que, hem, il y a les interactions entre atomes, qui deviennent plus fortes si la taille de l'échantillon augmente et donc encore une fois, on veut limiter le nombre d'atomes et toujours avoir un bon signal et donc pour introduire la compression de spin, il y a plusieurs manières. On peut tout de suite, dessiner une sphère de Bloch. Ici, je vous propose, une une, comment dire? Une approche légèrement différente parce qu'elle montre une autre facette et elle montre, de manière très directe, tout ce qui est remarquable de ce genre d'état. Donc, heu, bon, faut d'abord se rendre compte qu'évidemment, dans une horloge normale, bien que j'ai, un grand nombre, d'atomes, heu, on cherche à éviter toute interaction entre les atomes et ils sont tous indépendants et ce que je veux mesurer est donc,
un signal provenant de ces n atomes et puisqu'ils sont décorrélés, le bruit que je vais avoir quand je mesure leur spin va suivre une loi d'échelle en 1 sur racine de n. Et il n'y a rien à faire à ça, c'est la même statistique que j'ai en jouant pile ou face. Ça vient directement du fait que ce que je veux mesurer est un signal continu, une phase, alors que ce que je mesure vraiment sur chaque atome est juste un bit, spin up ou spin down. Donc, c'est l'équivalent voilà, en jouant pile ou face, on pourrait se proposer de mesurer vraiment la probabilité, se convaincre qu'elle est vraiment 0,5. Donc ça, cette probabilité est une quantité continue. Ce que je mesure, c'est juste un pile ou face dans chaque jet. Et pour déterminer la probabilité, il me faut donc répéter un grand nombre de fois. Et à chaque fois, je gagne seulement dans la racine du nombre d'essais. C'est exactement la même chose dans une horloge. C'est pour ça qu'on peut soit répéter la mesure plein de fois, soit augmenter la taille de l'échantillon, mais on est toujours limité par 1 sur racine de n. Dès que je prends de l'intrication, je peux aller au-delà. Et c'est ça qui est remarquable. Si vous prenez le cas où vous imaginez une mesure avec une, comme on l'a fait dans une horloge normalement, on mesure tous les atomes à la fois. Mais imaginons de les mesurer l'un après l'autre. Chaque atome va être soit spin up, soit spin down. On s'attend à un résultat très proche de 0,5, mais peut-être les 3 premiers spins sont tous spin up. Donc, s'il n'y a pas de corrélation entre les atomes, le 4e atome aura toujours la même probabilité de 0,5 d'être spin up ou spin down. Or, il est possible de créer un état intriqué qui se comporte de la même manière pour sa sensibilité à la phase, mais qui, dans la mesure, a une forme d'intrication qui permet au 4e atome de savoir que les 3 premiers ont été spin-up et ajuster sa probabilité pour se rapprocher de la valeur moyenne. C'est ça le point remarquable et qui réduit l'incertitude. Et donc maintenant, ça évidemment, on peut pas aller jusqu'à une incertitude 0, parce qu'il reste quand même les relations d'incertitude, mais on peut aller vers une loi d'échelle en 1 sur n au lieu de 1 sur racine de n. C'est ça le potentiel des états comprimés. Et concrètement, dans une mesure de spin, il faut donc imaginer voilà, cette situation-là où vous avez une frange de Ramsey, vous vous positionnez par exemple ici, près de 0,5, et ça c'est la grandeur continue qu'on voudrait mesurer, mais au lieu d'être continue, j'ai une mesure qui est contrainte par le nombre n de particules et j'ai ce bruit statistique, c'est ça que je réduis. Et quand on présente sur une sphère de Bloch, comme on le fait habituellement, donc ce remplacement d'une région d'incertitude circulaire, oui, par un, ah oui, là je ne l'ai même pas représenté, excusez-moi. Donc habituellement, on fait juste l'image de la sphère de Bloch, on remplace ce cercle par une ellipse, et cette ellipse d'incertitude réduite, ça correspond à cette corrélation dont on vient de parler. Et ce n'est pas un problème académique. Dans le monde de la métrologie, pendant longtemps, puisque l'idée de la compression de spin est relativement ancienne, elle date des années 90, début des années 90, mais au début, les vrais métrologues se disaient oui, ben c'est amusant, mais est-ce que ça va être utile? Déjà, je peux augmenter le nombre d'atomes. Mais il se trouve qu'on ne peut pas augmenter le nombre d'atomes jusqu'à l'infini. Dans les fontaines, par exemple, il y a des limites pratiques qui sont liées, par exemple, à la taille d'un trou dans un résonateur micro-ondes. Mais il y a toujours des limites. Et donc, le nombre d'atomes ne peut jamais augmenter à souhait. Et en effet, c'était les fontaines du cirque qui étaient les premiers à vraiment atteindre cette limite fondamentale du bruit 1 sur racine de n, qui s'appelle maintenant le bruit de projection quantique.
l'appelle bruit de projection quantique. Je trouve ça un terme assez pompeux pour quelque chose qui est finalement rien de plus classique. C'est la statistique binomiale. La seule chose qui est quantique là-dedans, c'est le système à deux niveaux. Mais quoi qu'il en soit, les fontaines du CIRT, depuis 99, ont atteint cette limite. Et c'est un peu le chemin de chaque technologie de métrologie. Quand elle mûrit, on élimine les bruits techniques et on se retrouve avec le bruit fondamental. Et le bruit fondamental dominant risque d'être celui. Donc, le spin squeezing, c'est donc aujourd'hui considéré comme une manière très concrète et pratique euh, pour, pour gagner dans plusieurs types d'horloges, y compris les horloges primaires, mais aussi les horloges compactes comme la nôtre. Sauf que les démonstrations qui ont été faites jusqu'à présent, excusez-moi, j'ai un peu de désordre dans mes slides, les démonstrations qui ont été faites jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore. Les meilleures expériences qui ont été faites, qui vraiment font un cycle Ramsey, par exemple, et ensuite l'améliorent par la technique de compression de spin, sans, ils montrent bien que le principe marche. Ce sont des manips vraiment impressionnantes, mais sont à un niveau d'incertitude et de stabilité, notamment qui n'est pas métrologique. Donc, il y a notamment une de l'équipe de Vladan Vuletic. Voilà, la première a montré le principe vraiment dans un cycle d'horloge, euh, où la stabilité à 1 seconde était de 10-9. Ensuite, beaucoup plus récemment, Mark Kasevich et son équipe ont fait une démonstration où ils sont allés jusqu'à 10-10, ouais, très légèrement en dessous. Mais vous voyez, on n'est pas encore là où on voudrait être pour appliquer cela à des vraies horloges. Et là, comme toujours, c'est pas seulement un défi technologique, puisqu'il s'agit aussi de comprendre la physique qui est aujourd'hui encore cachée, mais qui va apparaître quand on va au niveau de précision qui permet d'avoir ces stabilités-là. Et c'est un peu ça qu'on cherche à faire maintenant. Et nous, on le fait par des méthodes électrodynamique quantique en cavité. Alors ça, c'est pas du tout nous qui ont inventé ça. Donc on est on the shoulders of giants, hein, comme si souvent. Et quand on fait de la CQED atomique, il faut citer tout de suite, bien sûr, Serge Haroche, dont vous connaissez euh, les travaux, qui a vraiment fait évoluer la mécanique quantique bien au-delà de la CQED, mais à travers ces manips des expériences dans ce domaine. Mais il faut aussi citer Jeff Kimball du Caltech, qui a développé le champ de recherche de la CQED dans le domaine optique et qui a lui aussi fait des contributions absolument remarquables et novatrices dans, dans ce domaine. Donc pour situer un peu, oui, quelles sont les bases qui vont être importantes pour ce qu'on va regarder aujourd'hui? Eh bien, un système de n atomes en cavité. Bon, pour commencer, c'est peut-être un peu difficile. Donc, commençons avec un seul atome. Donc, si je place un seul atome dans une cavité de haute finesse, il y a un phénomène de croisement évité qui est exactement celui de l'atome habillé. J'ai un seul mode du champ électromagnétique qui est défini par la cavité, qui interagit avec un système à deux niveaux. Ça donne ce schéma, le trait plein là, en bleu et en rouge, alors que la cavité vide, ça ce serait cette droite-là. Donc j'ai ce croisement évité en fonction du désaccord entre la cavité et l'atome. Donc si je suis à résonance, je suis donc pleinement à l'écart
maximale, mais j'ai mes 2 états habillés, dont l'un évolue, vers un état complètement atomique, l'autre vers un état complètement cavité. Mais dans le régime, heu, non résonant ici, dispersif, j'ai aussi des déplacements des 2 niveaux, qui restent et je suis plus loin de la résonance qui pourrait, causer de l'émission spontanée. Donc souvent, on se place en fait dans ce régime, dispersif, par exemple, cette région-là. Et et donc ça, c'est pour un atome unique. Maintenant, si je prends n atomes, heu, qui simplifie beaucoup, c'est que, si l'excitation est suffisamment faible pour ne pas avoir plusieurs atomes excités en même temps, et c'est un régime facile à atteindre, alors tout se passe comme si j'avais non pas n, spin 1/2, mais juste un spin n/2 et qui se comporte, de manière complètement analogue, sauf que le splitting là est plus grand et donc les résonances se déplacent en fonction du nombre n d'atomes. Tout ça, c'est pour, un système, où j'ai un état fondamental et un état excité. Les états excités étant instables, c'est pas ça qu'on veut utiliser comme qubit. Donc ensuite, on rajoute un autre état, heu, qui lui est très désaccordé par rapport à la cavité. Donc en première approximation, je le néglige. D'accord? Donc ça change pas grand-chose d'avoir 2 états fondamentaux au lieu d'un et ce qu'on retient, c'est que dans le régime dispersif de la cavité, on peut mesurer la position de la résonance de la cavité pour connaître le nombre d'atomes dans un des niveaux. Voilà, donc heu, un des faits fondamentaux de la CQED et comment, déjà on va dans la direction de ce qu'on veut faire avec. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que quel que soit le régime dans lequel je me place, avec, ma sphère de Bloch généralisée à n atomes, donc mon grand spin n/2, ce que fait la cavité, c'est distinguer, les états propres, heu, de la composante Z de ce spin n/2. C'est un détecteur à spin. Déjà, toute seule, la cavité fait ça, c'est un détecteur de Z, dont les états propres sont, ce qu'on appelle les états Dicke, donc c'est des états à Z, SZ, bien définis. La cavité, c'est un détecteur d'états de Dicke. Et c'est ça la propriété qui est exploitée pour en faire, un une méthode de création, heu, de compression de spin. En fait, on peut l'exploiter de plusieurs manières. L'une, c'est d'exploiter le déplacement de niveau exercé par le mode de champ de la cavité sur les 2 états, de qubits ou d'horloge, si vous préférez. Heu, ça donne, heu, ce qu'on appelle le one axis twisting. Donc ça donne un hamiltonien qui tord la sphère de Bloch qu'on montrait ici et de cette manière transforme, le cercle d'un cercle ellipse. Ça, c'est une méthode. Il y a une deuxième qui est celle que nous on utilise, conceptuellement peut-être plus simple, où on utilise la cavité tout simplement comme détecteur et on fait une détection suffisamment faible pour que ça soit pas vraiment une projection sur les états de Dicke qu'on vient de citer, mais sur une petite superposition de quelques états de Dicke et c'est ça, heu, cette ellipse. Plus je comprime mon spin, plus je réduis le nombre heu, d'états de Dicke, plus ça va être large dans la composante orthogonale jusqu'à devenir un anneau, dans le cas d'un état de Dicke et c'est pour ça qu'on ne va pas jusque là puisque dès que c'est un anneau, je n'ai plus de sensibilité en phase parce que je n'ai plus de phase, bien définie, heu, comme vous imaginez. C'est ça l'idée des 2 méthodes. Ils sont tous les 2 mis au point par, un autre chercheur dont il faut absolument que je mentionne le nom, Vladan Vuletic du MIT, auquel on doit la démonstration de ces 2 méthodes, avec des atomes neutres. Qui a une pensée, lui aussi très, très profonde et ses articles, je vous les recommande.
Donc, une autre manière, donc, plus concrète de voir ce qu'on fait. Donc, on prend une cavité, on place nos atomes dedans, on les initialise sur l'équateur, comme on ferait pour une horloge normale, mais avant de démarrer le cycle d'horloge, euh, je fais passer un faisceau sonde, une impulsion de lumière à travers la cavité désaccordée pour faire la mesure qui va me projeter sur cet état. Et c'est ainsi euh, qu'on crée cette compression. Donc, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. C'est juste une des manières de créer du squeezing. Et aujourd'hui, il y a même déjà des articles de revue sur le spin squeezing, alors qu'il n'y a pas encore d'application vraiment à une mesure euh, de qualité métrologique. Et ici, c'est une figure extraite de cet article de Review of Modern Physics, article de revue, où les expériences existantes sont portées en fonction du nombre de particules utilisées et du gain métrologique atteint par l'état qui a été préparé. Donc nous, on voudrait atteindre un degré de compression de peut-être 6 dB par là, juste assez pour être en dessous des autres sources de bruit que j'ai dans mon expérience. Parce que c'est pas la peine d'aller à un facteur 100 en dessous des autres sources de bruit parce que ça n'a plus de différence. Donc c'est à 6 dB pour que ça devient intéressant pour nous, mais pour beaucoup d'expériences, c'est cette ordre de grandeur-là qu'il faut. Par contre, on voudrait le faire pour un nombre d'atomes relativement important. Et les expériences à atomes froids se trouvent en effet dans cette région-là. Les, les expériences de démonstration sont que j'ai déjà citées, ils se trouvent dans cette région-là. Mais par exemple, pour, euh, pour la détection de champs magnétiques, ça peut être un autre régime de cette figure qui est intéressant. Vous voyez, on est voilà, on se trouve par rapport à ce grand champ de compression de spin. J'ai déjà montré ce transparent. Les démonstrations qui existent se trouvent plus là à gauche. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'aller plus loin. Et donc, dans le reste du séminaire, je vais vous montrer comment nous, on essaie de s'y prendre. Je vais vous décrire l'horloge qu'on a en collaboration entre le EKB et le CIRT, qui s'appelle TAC, Trapped Atom Clock on a Chip. Puis, je vais vous montrer les cavités que nous, on utilise pour faire les états comprimés, pour ensuite vous montrer les résultats qu'on a atteints en termes de compression de spin dans cette plateforme, et où on a notamment atteint une durée de vie des états comprimés qui est 100 fois plus longue que ce qui existe dans les manipes intérieures. Donc, oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre. On n'est pas nombreux, on peut se permettre de dialoguer, mais sinon, bien sûr, après aussi, mais aussi pendant la. Oui, alors je vais en dire plus ensuite, mais en gros, c'est juste le nombre de photons. Donc, ce qu'on fait, c'est transmettre un faisceau sonde par cette cavité qu'on détecte après. Et c'est ce faisceau sonde, c'est la transmission de la cavité qui nous renseigne sur le déplacement de la résonance. Et si je le mesure juste avec un petit nombre d'atomes, je connais le déplacement pas très bien. Donc, c'est ça qui en fait une mesure faible. En revanche, si je fais un très grand nombre de photons, je peux aller dans le régime où je le connais si exactement que l'état n'a plus de phase. C'est vraiment, je connais le spin de chaque atome. C'est là qu'on va au-delà de ce qui est intéressant. Donc, c'est entre les deux extrêmes qu'il faut se positionner. Et le facteur de compression, il contient cette information-là. Il tient compte de ce degré de projection. Ouais, donc cette horloge que nous on utilise, c'est une horloge compacte, comme je disais, et, et celle-ci, pour devenir compacte, euh, les technologies qu'elle utilise, bon, elle s'appuie sur tout ce qui est production d'atomes froids, mais elle utilise aussi une puce à atomes et qu'on a développée pour
pour pouvoir manipuler des atomes froids dans un espace compact, mais aussi pour avoir plus de précision dans cette manipulation, puisque ce qu'on fait là, donc c'est une manipulation magnétique. On crée des champs magnétiques qui vont bien au-delà d'un simple potentiel quadratique, par exemple, puisqu'on les génère avec des pistes gravées dans un simple microcircuit, euh, qui nous permet de faire des gradients forts et aussi des champs très bien contrôlés et qui peuvent être modulés spatialement de manière très fine, comme dans cet exemple ici en haut, qui est vraiment montre des données expérimentales d'un nuage d'atomes qui est transporté le long de la surface euh, d'une puce, puis séparé en plusieurs parties, réunies ensuite. Et c'est cette technologie-là qui était à la base de la création de l'entreprise Cold Quantum, qui s'appuyait à sa création sur un brevet que j'avais pris ensemble avec Dana Anderson du China. Depuis, l'activité de Cold Quantum s'est beaucoup diversifiée, mais à l'origine, c'était donc la commercialisation de cette technique des atomes froids. Là, vous voyez une enceinte à vide complète euh, où les atomes froids sont produits ici dans un espace de juste un volume de quelques dizaines de millilitres ici pour l'enceinte. Ensuite, depuis, ils ont encore miniaturisé et rendu beaucoup plus fiable. Ce genre d'expérience a maintenant roulé à créer un condensat dans la station spatiale internationale. Donc voilà les atomes piégés sur puce. Alors à l'origine, on pouvait penser que puisque les atomes sont si près d'une surface, ça ne peut pas être une bonne idée de faire une horloge avec des atomes sur une puce à atomes. Et un des premiers résultats qu'on a obtenu dans la collaboration avec le CIRC, où on a poursuivi cette idée, c'était que, en fait, si la surface n'est pas gênante, en fait, par rapport à tout ce qui émane de la surface, dans une enceinte à vide, on se trouve toujours euh, dans, euh, dans le champ proche par rapport au micro-ondes et dans le champ lointain par rapport à tout ce qui est optique, et notamment pour les effets thermiques, ça ne fait aucune différence que je me trouve à 1 centimètre ou à juste 10 microns. Euh, c'est le même champ thermique dans lequel je me trouve, puisque la longueur d'onde est beaucoup plus longue que cette échelle-là. Et fondamentalement, c'est pour ça que finalement, la surface s'est avérée très peu gênante et qu'on peut euh, obtenir des bons temps de cohérence euh, avec un échantillon qui est piégé à une centaine de microns de la surface. Et là, vous voyez des franges obtenues avec un échantillon piégé euh, dans, dans cette horloge. Et je vous dirai un peu plus sur la raison pour laquelle ces temps de cohérence sont aussi longs, parce qu'ils sont, même indépendamment de la puce, pour un système d'atomes froids, c'est inhabituel d'avoir des temps de cohérence comme ici, qui dépassent les 30 secondes. Il y a des raisons pour ça. On va y revenir. Il y a même un livre sur les atomes froids, si ça vous intéresse. Ah bah oui, c'est ouais, sur les puces, pardon. Et donc, pour ceux parmi vous oui, voilà, qui sont plus proches de ce domaine, voici quelques détails. Donc, les états d'horloge qu'on utilise, c'est pas la paire d'états 0,0 parce qu'ils ne seraient pas piégés dans le piège magnétique. On utilise dans le rubidium 87 les états 1, -1 et 2, 1, qui forment une transition à deux photons qu'on peut appeler magique, au sens où euh, dans un champ magnétique, les deux états sont déplacés, ce qui permet de les piéger, mais ils sont déplacés d'exactement le même montant, si bien que, indépendamment de leur amplitude d'oscillation, c'est-à-dire de la température des atomes dans le piège, euh, il y a très très peu d'élargissement de la transition euh, à cause du champ magnétique. Ça, c'était Eric Connell qui était le premier à comprendre et à démontrer ça. Et donc, on a adopté ça dans l'horloge TAC. Chez nous, c'est même encore un peu meilleur parce qu'il y a l'échantillon atomique où il y a, en plus de l'interaction mécanique,
aussi une interaction entre atomes, a priori pas une bonne nouvelle pour une horloge, mais là, au moins, on a un effet, oui, bah, la nature est gentille avec nous, puisque le déplacement collisionnel a un signe opposé au déplacement magnétique résiduel, ce qui fait que, au lieu de se retrouver avec des courbes qui ont des forces Bose, comme les deux constituants, là, le chiffre collisionnel et le chiffre magnétique résiduel, c'est quelque chose qui est quasiment plat, où les chiffres, même les chiffres résiduels, sont encore atténués par le fait que c'est des signes différents. En fait, en microgravité, cette compensation serait encore meilleure et serait quasi parfaite. Euh, sur Terre, j'ai le fait que le nuage se déplace un peu vers le bas dans le champ magnétique, ce qui le déplace par rapport au centre de symétrie. C'est ça qui fait qu'il y a ces petites ondulations. Mais elle est suffisamment faible, comme vous avez vu, pour avoir des temps de cohérence excellents. Donc la situation de l'horloge, schématiquement, c'est celle-ci. C'est un échantillon en forme de cigare parallèle à la surface, à une distance de quelques centaines de microns de la surface. Et l'excitation de la transition d'horloge se fait par un guide coplanaire sur la puce. Autre avantage parce que ça fait un champ très bien défini. On se trouve à une température de l'ordre de 200 nanokelvin, donc près du seuil de condensation, mais c'est encore un ensemble thermique avec des fréquences de piégeage que vous voyez ici. Et, et, euh, entre 10 000 et 20 000 atomes en général. Et donc, on avait calculé quel temps de cohérence on aurait avec les interactions qu'on connaissait. On avait calculé 3 ou 4 secondes, on était très content. Parce que c'était suffisant pour en faire une horloge dans le domaine qui nous intéresse. Quand on a fait l'expérience, alors, vous voyez, la courbe de contraste qu'on attendait est indiquée en gris. On a réellement observé, c'est beaucoup meilleur. Ça, c'est inhabituel. Hein. Normalement, les choses se passent moins bien que prévu. Là, ça se passe mieux. Pourquoi Parce que l'interaction, bien que très faible, entre les spins atomiques suscite, en cas de déphasage entre les différents atomes, comme ici montré à gauche, suscite une rotation de ces spins autour de leur somme. Alors la somme doit être préservée parce que le spin global n'est pas changé, mais ce qui se passe, c'est une rotation des spins individuels autour de leur somme, qui fait que si j'ai donc du déphasage, j'ai quelque chose comme un spin écho, c'est-à-dire le spin plus rapide va se retrouver derrière le spin plus lent et va le rattraper un certain temps. Mais dans un spin écho, c'est produit par une impulsion que j'applique à l'extérieur. Ici, je n'ai pas besoin d'appliquer une impulsion de spin écho. Les atomes le font de manière naturelle de par l'interaction des spins. C'est donc une incarnation, si vous voulez, d'un effet relativement subtil de l'interaction entre spins, qui était connu en particulier au EKB depuis les années 80 dans un contexte très différent, mais ici, il fait cet effet. Et c'est pour ça qu'on a ces temps d'interaction, ces temps de cohérence très longs. On peut comprendre cet effet aussi comme un déplacement de niveau. Donc, le niveau qui n'a donc si je prends juste deux atomes, je peux faire deux combinaisons linéaires entre les spins, dont l'une a un déplacement collisionnel et l'autre non. Et ce qui se passe, grâce à cette interaction, il y a un gap qui s'ouvre et qui fait que l'état déplacé n'est jamais peuplé. On peut le voir comme ça. Et en fait, dans les horloges euh, euh, optiques sur réseau, de strontium notamment, il y a un effet très similaire euh, qui se produit et qui a été observé plus tard. Et donc ainsi, vous voyez qu'il y a un rapport très étroit entre ces types d'horloges pourtant très différents et qui reposent sur l'interaction entre spins. Donc maintenant, avec ces temps de cohérence longs,
évidemment, on a, donc avec tout le savoir-faire du CIRT, on a fait un cycle d'horloge complet, on a mesuré la stabilité de l'horloge, on a mesuré de façon à peu près, rigoureuse la variance d'Allen de cette horloge, dont vous voyez le résultat ici. On a obtenu dans la première version de l'horloge une, une valeur de 6,5 10-13 à 1 seconde, qui nous place dans ce régime des 10-13, et on sait à peu près d'où viennent les contributions. On a fait un budget de stabilité à peu près bien compris, qui nous permet de dire en particulier qu'une des contributions majeures, c'est ce bruit de projection dont on a parlé au début. Donc, vous voyez, c'est ça. Dans la première version, c'était cette quantité-là que je peux gagner en supprimant le bruit de projection. C'est déjà considérable. Mais en fait, et là, c'est un point qui me semble important pour les vraies applications, parce qu'on en parle rarement, alors que c'est peut-être, en fin de compte, le bénéfice majeur. C'est que, donc vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les courbes qui sont là-dedans, mais je vous montre là le budget d'incertitude, les différentes sources de bruit qui contribuent à cette stabilité de l'horloge. C'est une somme de beaucoup de contributions. Elle vaut pour le point de fonctionnement où on utilise notre horloge. Notamment, ça varie avec le temps de Ramsay. Ça varie aussi avec tous les autres paramètres que je choisis, mon oscillateur local, nombre d'atomes, etc. Et notamment, si je change le temps de Ramsay, il convient d'aussi réoptimiser tous les autres paramètres, y compris le nombre d'atomes. Et quand j'enlève une contribution majeure à ce budget, là, ça va être la courbe rouge, le bruit de projection, tout le reste change aussi. Et ici, j'ai marqué dans la première génération de l'horloge le régime où on est dans, ouais, dans un régime à peu près plat d'incertitude, enfin de stabilité maximale. Quand je supprime le bruit de projection et que je réoptimise les autres paramètres, je me retrouve dans un paysage où la gamme accessible des temps de Ramsay est beaucoup plus large sans que la stabilité souffre trop. Et ce qu'on ferait dans une vraie horloge comme la nôtre, dans ce cas, ce serait d'aller vers des temps de Ramsay beaucoup plus courts, parce que ça permet de travailler avec un oscillateur local plus petit, moins cher, etc. Et donc le vrai gain, c'est pas comme on pourrait d'abord penser, juste que le pas où la courbe descend d'un pas et je ne change rien d'autre. Non, ce que va nous permettre le spin splitting, c'est d'augmenter la cadence euh, euh, de l'horloge et travailler avec un oscillateur local plus adapté aux horloges compactes. Et ça, c'est dans notre cas particulier, mais il y a des phénomènes de gain de ce type partout là où on peut penser au spin squeezing. Et donc, ça, c'est une étude à faire, hein. Si vous vous intéressez au spin squeezing et pour une application particulière, il faut prendre ça en compte. Il peut y avoir plus de gains qu'on ne pense naïvement. Voilà, donc c'est ça la situation. Donc maintenant, comment on va faire du spin squeezing sur cette expérience? Alors, comme Sylvain le disait au début, on aime bien les microcavités, notamment ceux qu'on a développés chez nous, où on utilise des lasers CO2 pour usiner des fibres optiques. On a commencé à faire ça, puisque c'est une techno qu'on a développée chez nous, parce qu'un peu généralement dans les techno quantiques, il est intéressant de miniaturiser les cavités. Ça correspond maintenant à tout un champ de recherche. Et dans notre cas, ça marche ainsi. On prend un laser CO2 industriel, on le focalise sur une fibre, on en tire dessus avec une impulsion de quelques millisecondes, et hop, ça donne une forme de miroir quasiment parfaite, avec un rayon de courbure qui peut être extrêmement faible, juste avec
euh, quelques microns, et qui en même temps a une qualité de surface extraordinaire. Et cette combinaison de ces deux propriétés, c'est ça qui est unique à cette technique. Et je pourrais vous dire euh, plus là-dessus, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. Bon, on va juste apprécier de- cette image qui vous montre un peu ce que ça donne si je fais un seul tir sur une fibre. Donc, ça donne une forme de miroir que je peux ensuite mesurer, caractériser. Je trouve cette rugosité extrêmement faible. Ensuite, on envoie ces fibres euh, à une entreprise de traitement électrique pour faire les meilleures multicouches possibles, et on peut trouver des finesses de cavité jusqu'à 200 000, donc pas loin des meilleures valeurs obtenues par d'autres techniques, sauf que les autres techniques classiques ne peuvent pas faire des rayons de courbure aussi petits, ne peuvent pas travailler sur les points de fibre optique. La forme du miroir, si on fait un seul tir, c'est une forme gaussienne. Au centre, on peut l'approximer par une sphère, comme on voudrait l'avoir euh, pour un miroir de cavité, mais on peut aussi aller au-delà et faire plusieurs tirs sur la même surface pour mieux approximer la forme voulue. Et c'est ça qu'on a fait dans les expériences plus récentes. Vous voyez euh, comment on construit là l'interférogramme euh, de la forme de plus en plus sphérique au fur et à mesure qu'on ajoute des impulsions, à peu près une centaine d'impulsions pour une seule fibre, contrôlée par ordinateur, bien sûr, qui nous permet d'avoir une forme de surface qui a une déviation inférieure à lambda sur 10 sur toute la région intéressante euh, avec un diamètre de 50 microns à peu près. C'est ça qui nous a permis de faire des cavités plus longues, comme celles dont on avait besoin euh, pour l'horloge. Quelques réalisations de cavités. Là, une cavité à deux fibres, vous voyez, là, donc la cavité se trouve dans l'espace entre les deux fibres, mais on peut aussi combiner une seule de ces fibres avec une surface réfléchissante pour faire un véritable microscope de balayage de cavité. C'est un de mes anciens étudiants, David Huga, maintenant professeur à Karlsruhe, qui travaille sur cette méthode. On peut aussi aller au-delà des simples formes sphériques. Voici quelques exemples. Et donc, vous voyez, c'est une méthode assez intéressante, et donc peut-être pas si étonnant que d'autres équipes l'ont adopté. Maintenant, on compte certainement plus que 25 équipes dans le monde qui utilisent ce type de cavité. Une partie d'entre eux collaborent avec nous, d'autres ont commencé à en fabriquer eux-mêmes, puisque la technique n'est pas infiniment difficile à maîtriser. Et on réfléchit bien sûr sur des applications au-delà de la recherche fondamentale. Euh, euh, bon, c'est un autre thème. Donc voilà, donc c'est ça les cavités fibrées. Et pourquoi cavité fibrée dans le contexte des puces à atomes? Eh bien, tout simplement parce que si je prenais une cavité classique, l'axe optique se trouverait trop loin de la surface de la puce. Et donc, rien que pour marier les atomes froids piégés sur puce avec une cavité optique, il nous fallait réduire la taille physique des cavités. Et c'est comme ça qu'on avait commencé euh, à développer ça, même si maintenant, ça dépasse largement ce qu'on avait prévu au début. Et là, on se retrouve dans l'application originale des cavités fibrées, qui est de réaliser une cavité sur puce à atomes pour réaliser des états comprimés. Et c'est ça la dernière partie euh, de mon séminaire. Je vais vous montrer comment on le fait et ce qu'on trouve. Donc, comment on fait? On prend une puce qui ressemble beaucoup à la première génération. Vous avez ici le guide coplanaire qui va transporter une onde. Vous avez quelques pistes qui vont permettre d'abord produire un échantillon à atomes froids ici, puis le transporter de manière continue vers la cavité qui se trouve ici. Vous avez une fibre qui arrive de là, une autre de là. Vous avez des pieds d'eau pour ajuster la longueur de la cavité. Et au milieu, on voit mieux ici, les deux fibres avec un écart de 1,2 mm. Donc, c'est dans le mode de la cavité ici qu'on va placer notre échantillon d'atomes piégés. Ça donne
ça, voici les paramètres avec toujours 20 000 atomes comme dans la première génération. Heu, donc on a choisi les paramètres de la cavité pour que le mode de la cavité couvre bien tout l'ensemble, atomique. On n'est pas allé jusqu'à la finesse maximale, de nos cavités, parce que ce n'est pas ça qu'il faut heu, pour cette application de détection. Donc on a optimisé la finesse, pour, ce qu'on avait calculé serait le meilleur, régime d'opération pour détecter ce déplacement de la cavité, grâce au spin atomique. Et donc, quand on a fait fonctionner le tout ensemble, la première chose était de tester si la détection de la résonance de la cavité se comporte comme il faut. Donc on prépare un échantillon, par une impulsion, micro-ondes comme d'habitude avec, un SZ, direction de ma flèche sur la sphère de Bloch, variable. On peut détecter maintenant de 2 manières. De notre manière classique, c'était une caméra qui est déjà pas si mal, qui atteint, le bruit de projection, et on compare ça au résultat avec la cavité. Donc là, c'est le déplacement de la résonance de la cavité. Là, c'est le résultat de la cavité, de la caméra. Et il coïncide aussi bien que le bruit de la caméra le permet. Très bien. Pour aller au-delà, il faut une autre méthode. Et la méthode, habituellement utilisée, c'est donc de prendre, la cavité et d'abord réaliser des mesures, heu, sur à chaque fois un nouveau échantillon atomique. À ce moment-là, à chaque fois, j'obtiens un résultat différent parce que, je projette sur n'importe quel spin compatible avec la distribution initiale. Et ici, ces résultats sont portés en fonction du nombre de photons détectés. Donc là, c'est juste le bruit, de la mesure d'une cavité vide, et sur l'échelle, heu, de, de spin, vous voyez que ce bruit, hem, photonique est bien au-dessus, bien en dessous, du bruit, d'un échantillon atomique sans corrélation, et ça, c'est évidemment une condition, heu heu, primaire pour pouvoir, détecter, de la compression de spin. Donc si on détecte maintenant des échantillons, indépendants, on se trouve près du bruit, prévu, marqué comme 0 dB ici, parce que, heu, justement, on ne fait qu'une seule mesure sur chaque échantillon, donc à chaque fois, c'est un autre ensemble qu'on prépare. Ça devrait changer maintenant si je fais 2 mesures sur le même échantillon. Si je fais 2 mesures sur le même échantillon, alors la première mesure va faire une projection sur un état de fluctuation réduite. La deuxième va juste mesurer le même échantillon et donc devrait trouver le même résultat, et c'est en effet ce qui se passe quand on mesure le bruit, c'est-à-dire l'écart entre 2 mesures, successives sur le même échantillon, et on fait beaucoup de statistiques, là-dessus, avec la séquence d'impulsion qui est montrée ici. Alors on trouve, qu'on peut descendre très bas en, hem, en bruit, presque à la limite, fondamentale qui est donnée par le nombre de photons utilisés. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas encore tout puisque, il nous faut, aussi, préserver la cohérence de phase, sinon on ne pourra pas faire de mesure d'horloge après. Donc on mesure aussi le contraste, Ramsay avec, l'échantillon qui a subi, la 1re mesure, et comme, il y a tout de même un peu d'émission spontanée, un peu de transition rarement entre les états, d'horloge, plus j'utilise, de photons, plus ce contraste diminue, quand c'est attendu, et donc maintenant il faut se demander, ce qui reste en gain net, heu, c'est ça le célèbre, paramètre, de compression de spin introduit par David, Wineland et son équipe, et quand on le calcule en fonction du nombre de photons, à partir de ces données, on trouve que nous, on peut aller jusqu'à une compression de spin de 8 dB, c'est-à-dire le gain potentiel, la réduction potentielle du bruit dans l'horloge peut atteindre jusqu'à
8 dB, donc en fait, un peu plus que nécessaire dans notre expérience, pour un nombre de photons autour de 10 000. Donc j'augmente encore le nombre de photons, alors comme attendu, heu, ça réaugmente parce que la réduction de contraste l'emporte sur heu, sur le gain en compression de cinéma. Voilà, donc ça c'est la première bonne nouvelle avec ce dispositif très, très compact et robuste. On arrive à faire de la compression de spin dans ce dispositif et maintenant, heu, c'est la phase, où vraiment, heu, on entre dans un régime complètement nouveau. Nous, on a ce temps de cohérence que vous avez vu de plusieurs secondes. Personne n'a regardé avant la personne n'a pu regarder l'évolution, heu, d'un ensemble comprimé en spin sur des échelles de temps aussi longues. Parce que normalement, quand on ne fait pas une expérience de métrologie, on n'a pas ces temps de cohérence et donc c'est la décohérence qui détruit l'état en quelques millisecondes. Donc toutes les autres manipes ont une durée de cohérence de juste quelques millisecondes, nous on a des secondes. Donc c'est sûr qu'on va voir les effets des interactions entre spins et ça va être la limite et c'est pour ça qu'on voulait voir ce que ça donne. Et surprise, on s'attendait juste à une réduction, heu, graduelle du contraste, mais on a observé quelque chose de complètement inattendu, qui est que la deuxième mesure se retrouve amplifiée par rapport à la première. Quand je porte le résultat de la deuxième mesure en fonction de la première, pour les temps courts qu'on a vu sur le slide d'avant, ça donne juste la droite avec une pente de 1 qu'on attend. Après 200 millisecondes, donc déjà 1 ou 2 ordres de grandeur, au-delà de ce qu'on avait pu étudier avant, j'ai toujours une relation linéaire entre les 2 mesures, donc ils sont toujours très fortement corrélés, mais avec une pente plus grande que 1. Donc tout se passe comme si la deuxième mesure était amplifiée par rapport à la première. Ça, c'était complètement inattendu. Ça pose des questions intéressantes du point de vue de l'information quantique parce que, vous voyez, le détail a été comprimé, avec un certain nombre de photons. Ça impose des limites sur l'information, le contenu en information de cet état. Comment ça peut être amplifié? L'amplification, est-ce qu'elle, rajoute du bruit? Quel degré, de cohérence on atteint? On est en train d'étudier ces effets, mais ce qu'on sait déjà, c'est que, on peut modéliser de manière très simple ainsi, le la relation entre les 2 et ce facteur d'amplification alpha, il suit une une loi où il, atteint un maximum après quelques centaines de millisecondes et ensuite il redécroît et entre-temps, on a compris à quoi ça tient. C'est cette rotation des spins, qu'on a évoquée, heu, qui qui, heu, qui intervient et quand on modélise ça, vous voyez que, hem, il n'y avait pas d'autres imperfections, ça devrait même osciller, mais on comprend cette première partie de la courbe avec des ingrédients très simples. On croit comprendre que c'est effectivement ça et hem et l'origine est liée à l'association de 2 choses et ça, c'est le dernier fait, physique pour aujourd'hui. Heu, un un peu subtil, mais en même temps, très générique. Je pense qu'on va le retrouver dans les horloges, optiques plus tard. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on avait dit que, quand je fais la mesure par la cavité, ça fait, non seulement la projection, par la transmission des photons, mais ça fait aussi heu un déplacement lumineux. Ce déplacement lumineux dépend lui aussi du spin. C'est ça l'ingrédient qui fait cette autre méthode, heu de compression, ce point d'exit twisting. Il est présent aussi, dans notre méthode, même s'il est beaucoup plus faible et donc si j'ai un SZ plus grand que 0, j'ai hem, heu, j'ajoute une phase qui a un signe, si c'est plus que 0, le signe opposé par rapport à la référence. En même temps, ce déphasage dépend aussi du couplage de chaque atome à la cavité qui n'est pas tout à fait le même. Sur les mesures, en général, ça se moyenne, mais il faut voir quand même qu'un atome très froid qui oscille très peu n'aura pas le même, déplacement lumineux qu'un atome chaud qui oscille avec une grande amplitude. Et maintenant, ces 2 effets conspirent quand il se passe la rotation de spin. La moyenne, comme avant, ne change pas, donc ça ne va pas faire d'effet systématique.
Mais vous voyez que ici, pour SZ plus grand que 0, les atomes marqués en rouge, heu, très fortement couplés, enfin, plus fortement couplés que la moyenne, c'est-à-dire ceux qui contribuent le plus au signal, ils vont se trouver plus haut que la moyenne, alors que petit SZ, plus petit que 0, ils vont se retrouver plus bas. Et comme c'est eux qui contribuent le plus au signal, eh bien, ils vont amplifier, heu le SZ, qui est présent. C'est ça cet effet. Alors il s'applique, uniquement à, bah, ouais. Ah oui, pardon, et on peut vérifier ça directement sur les images de la caméra. On peut en effet, en faisant une imagerie, résolue par état interne, on peut vérifier qu'en effet, la température des atomes est corrélée avec le résultat. Donc, ça c'est un peu un smoking gun, pour la compréhension de l'effet. Et c'est ça qui nous permet de modéliser comme ça. Donc ça, c'était un effet complètement inattendu. On est en train de réfléchir comment on peut éventuellement l'utiliser dans le cadre de la métrologie. Il faut bien voir qu'il s'applique, ce qui est amplifié, c'est l'état initial, heu, de la phase. Donc malheureusement, le, le déphasage par rapport à l'oscillateur local, on peut mesurer, dans l'horloge, pas lui, pas amplifié, pas atténué non plus, il est là comme avant, mais hem, donc les implications pour la mesure d'horloge ne sont pas encore, heu, très claires. Par contre, ce qui est clair, c'est que en modifiant le protocole, de génération de spin, là, je vais pas entrer le temps d'entrer dans ces détails, mais on peut modifier le protocole de création pour ne pas avoir cet effet-là. Donc on peut le tuer si on veut, mais néanmoins, c'est un effet, vous voyez, à la fois très fondamental et dont on sent qu'il a des implications pour la mesure. Et encore une fois, c'était complètement inattendu. Pour l'instant, on n'a pas, appliqué d'autres protocoles, mais on a bien étudié la compression de spin en fonction du temps, et on a trouvé que, bon, en dehors de la période à très forte amplification, où il est difficile encore pour nous d'être sûr de nos résultats, mais là où pour les temps très longs qu'on veut utiliser heu, dans l'horloge, on se on suit globalement, la courbe attendue limitée par les pertes, heu d'atomes, et on maintient un squeezing, raisonnable jusqu'à des temps de plus que 500 millisecondes. Voilà, donc le prochain pas sera de réaliser vraiment une horloge avec ce genre, d'échantillon, et en parallèle de mieux comprendre ce nouvel effet. Heu, c'est là qu'on est. Hem les mesures sont en cours. Actuellement, on est dans une phase de fiabilisation où on réduit on améliore notamment, par exemple, le bruit de notre, cavité, sa stabilité long terme, et cetera, pour pouvoir faire vraiment l'horloge fusée qui est le prochain pas. En même temps, je crois que cet exemple montre bien comment, on disait au début, comment technologie et effets fondamentaux vont main dans la main si on veut que les technologies quantiques progressent. Et c'est ça la fin. Donc je veux remercier, ma l'équipe merveilleuse Sylvain a fait, partie, pendant plusieurs années, dans laquelle, nous avons obtenu des résultats. Les gens impliqués en particulier dans cette horloge sont fait ici. C'est le travail de thèse de Mengxi Wang notamment, et maintenant Alberto La Paz, heu, et l'étudiant, heu, qui pousse, heu, ces mesures, encadrées par, Carlos Garrido Azar du CIRT et moi-même. Pour, donner aussi un peu de perspective, donc j'ai déjà, par ouais, l'enseignement qu'on tire encore une fois, c'est que voilà, il faut cette interaction entre technologie et aspects fondamentaux pour que les choses avancent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire
au-delà. Bon, nous, concrètement au labo, on prépare aussi une expérience où on veut appliquer des méthodes similaires, mais à un atome qui a une transition optique, forte, l'atome de strontium, notamment pour voir comment on peut éteindre, heu, ouais, faire l'extension de ces méthodes à un qubit, heu, optique, avec en tête bien sûr, notamment les horloges optiques. Mais au-delà, bon, comme on a dit au début, c'est juste une application particulière de l'intrication à n particules, heu, dont il y en a, beaucoup d'autres dans toutes les technologies quantiques. Et là aussi, ça va se faire pareil, ce sera, une avancée pas à pas, où il faut, un grand nombre d'avancées, technologiques, mais aussi tout autant d'avancées, fondamentales, et donc il faut cette interaction très étroite entre ingénieurs et chercheurs fondamentaux pour que les choses avancent. Et c'est ça aussi qui rend ce domaine tellement riche et tellement fascinant. Et avec ça, je m'arrête et je vous remercie pour votre attention.